Aïcha Maki, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes actuellement en tournée pour la promotion de votre premier long métrage documentaire qui s'appelle L'arbre sans fruits. Vous avez tourné en 2016. Alors, la première question qui vient toujours, c'est pourquoi ce film? Et en fait, ces films, il fait suite à mon parcours. Parce qu'avant celui-là, j'ai signé des autres courts-métrages qui ont toujours trait à la question de la femme. Il y a un premier que je fais dans le cadre de mon Master 1 à l'IFTIC au Niger, qui s'intitule Moi et ma maigreur sur la question de la perception du corps de la femme, et qui était un prétexte pour aborder la question de la consommation des médicaments de la rue et le gavage que font les femmes pour grossir. Et je fais un second qui s'intitule Savoir-faire le lit au Sénégal, qui aborde aussi la question de l'éducation sexuelle entre parents et enfants, qui est plutôt une étude comparative entre le Sénégal et le Niger, qui sont des pays d'obédience musulmane et dont de dehors on pensait qu'ils ont la même culture, mais qui n'ont pas la même façon de percevoir la femme. Donc celui-là, il fait suite à mes études que je fais au Sénégal. Donc au début, c'était censé être un film sur la mortalité maternelle, mais au fil du temps, le projet a évolué et j'ai fait un parallélisme entre l'histoire de ma mère, qui est morte en couche, et mon histoire d'une femme qui était mariée et qui n'arrivait pas à donner la vie. Donc c'était un parallélisme tout simplement, deux carnets de vie que j'ai filmés, un peu le carnet de vie de ma mère et le mien, et une adresse à cette mère en fait à cette mère qui est un prétexte aussi pour parler à la société et à toutes les mères en fait. Donc voilà, de manière grosso modo. Et aussi ces films, pourquoi je le fais? Parce que tout simplement en fait c'est un mot qui mine beaucoup de femmes. Il fallait le raconter, il fallait raconter, donner la chance à ces femmes-là de se raconter pour pouvoir faire une certaine thérapie. Parce que bon, quand on a une envie de se raconter et qu'on n'arrive pas à le faire, ça fait un double mal. Donc le fait de se raconter, ça fait aussi une certaine thérapie. C'est pour ça que j'ai tenu à faire le film en essayant de sonder le destin d'autres femmes présumées infécondes que j'ai eu à croiser à un moment donné de ma vie quand je faisais le parcours des maternités, des cliniques pour cette question du désir de maternité. Alors, justement, vous dites en fait des femmes en souffrent et en fait on parle beaucoup, on parle de votre cas vous. Alors, qui en vous a travaillé le plus à la volonté de ce film? Est-ce la femme qui souffre dans la société nigérienne de cela? Est-ce que c'est la sociologue aussi? Parce que vous posez un problème de sociologie peut-être. Ou est-ce que c'est la réalisatrice de documentaires ou la pédagogue? Parce que vous êtes très pédagogue aussi. Bon, en fait, je crois que c'est vrai, c'est plusieurs casquettes à la fois qui sont là parce que je suis en même temps activiste des droits des femmes, je suis sociologue de formation, et je suis cinéaste et je suis femme aussi. Et du coup, donc, il y a toutes ces casquettes-là qui se sont mélangées. Et la question de la sociologie, en fait, je ne vais pas me départir de ça. Parce que je ne fais que ça. Et après, il y a la méthode d'approche, en fait, de la sociologie qui m'a beaucoup servi et qui me sert d'ailleurs. Parce que c'est une méthode quand même qui est assez subtile, qui permet d'approcher quelqu'un, et aussi à la question de l'immersion qui vient de la sociologie et qui permet à des gens, en fait, de faire confiance à quelqu'un. Et aussi à cette question de l'observation qui est là, parce que le film, il fait appel à beaucoup de symbolique. C'est un film de paroles, c'est vrai, mais aussi il y a beaucoup de symboles qui entourent ces films-là. La question de beaucoup de choses, la nuit et tout ça, il y a la question, il y a des fois où on filme qu'il y a des ombres et tout ça. Donc c'est tous ces mélanges-là, en fait, je crois, qui a fait en sorte que ce beau film est sorti. Et aussi, c'est le fait que j'ai eu à rencontrer des techniciens qui ont compris
fallait aussi mettre des siens par rapport à la réussite. Par exemple, le cadreur Julien Bossé, qui est un Angela, et Cornet Oussou, qui est un Béninois, ils ont beaucoup apporté par rapport à cette question. Et aussi, il y a eu un travail au préalable qui a été fait par rapport à la question de l'écriture. Parce qu'il fallait aussi voir par rapport à l'histoire racontée, est-ce que les gens comprennent de quoi il s'agit et tout ça. C'est aussi ça, en fait, c'est du singulier qui va au général. Donc, il faut s'assurer que le film, quand il est raconté, beaucoup de gens vont le comprendre parce que ce n'est pas un film qu'on fait pour nous. C'est un film qu'on fait aussi pour les autres, parce qu'il n'y a pas que la société nigérienne qui se trouve dans cette situation. C'est un peu partout en Afrique et partout d'ailleurs dans le monde, partout là où je suis passée avec le film, il y a cette question qui se pose, mais différemment. Alors, combien de temps c'est de travail? Parce que pour cet aboutissement, parce que non seulement il va profondément sur un sujet, qui est en plus un tabou de toute société, parce que même encore ici en Europe, il y a ce tabou sur certains aspects. Donc vous vous attaquez à un tabou, donc c'est un travail de traiter, de travailler le projet. Il y a aussi un travail esthétique, parce qu'il y a faut connaître une magnifique esthétique dans vos plans, dans vos cadrages, dans vos couleurs même, dans les décisions que vous faites, des choix artistiques même. Donc combien de temps ça a pris pour tout ça et un petit peu le déroulement historique un petit peu? En fait, c'est un film qui a commencé en 2013. Donc, de l'écriture à la recherche de l'écriture au copyright, en passant par la recherche du financement, il a pris 3 ans. Et c'est un film qui a duré parce qu'il fallait faire des recherches, puisque bon, même si c'est un film, il y a eu un travail de recherche scientifique qui a été fait, parce que j'avais quand même parcouru quelques ouvrages qui ont trait à cette question-là. Et il y a aussi, je me souviens en fait, le docteur Maina qui est dans le film, il m'avait aussi orienté sur les petites brochures qu'il avait rapportées de Paris, là où il avait étudié la question de la fertilité. Dans la première maternité qui a mis au monde un bébé in vitro avec le professeur René Friedman. Donc il y avait un grand bouquin de témoignages de toutes les femmes qui a été recueilli et qui a été condensé dans ce bouquin-là. Donc c'était un travail en fait aussi que j'ai eu à faire à mon propre niveau. En fait, comment faire en sorte de raconter mon histoire et de raconter l'histoire des autres sans pour autant plonger le spectateur dans un mal-être. Il ne fallait pas raconter du pathos pour que le film... Sinon, c'est déjà la thématique, elle est douloureuse. Et si on la raconte d'une manière brute, sans esthétique, donc ça peut ne pas passer. Donc c'est tout ce travail-là, en fait, à comment réfléchir, passer par les couleurs, passer par la célébration de la vie. Dans la première séquence qui célèbre la vie, c'est un accouchement. Voilà, et après aussi, on évolue. Il y a l'âge qui passe, comme si après, à la fin, à la dernière séquence, il y avait la femme qui est âgée, qui est ménopausée aujourd'hui, mais qui garde espoir et qui est vraiment une femme accomplie, malgré le fait qu'elle n'a pas donné la vie. Donc c'est tout ça, c'est vrai, c'est une thématique qui est douloureuse, mais c'est un film quand même qui est porteur d'espoir, qui commence par un espoir et qui finit par de l'espoir aussi. Alors justement, beaucoup de symboles. Et il y a quelque chose que j'ai constaté dans ce film, c'est que avant chaque intervention avec une invitée, voilà, il y a ce voile. Alors pouvez-vous nous expliquer pourquoi? En fait, le voile, c'est pour beaucoup de raisons. Et il y a la question de l'esthétique qui est recherchée. Parce que la façon dont on noue le voile, en fait, c'est presque un rituel. Ça revient comme un leitmotiv parce que c'est notre vie. Parce qu'on est dans un pays laïque, mais à 90% musulman. Et aussi, en fait, c'est comme un miroir qu'on est en train de regarder. Parce que quand on met son voile, on regarde le miroir. Et pour quelqu'un qui regarde le miroir, c'est quelqu'un qui s'assume. Regarder le miroir, en fait, c'est quand on a une certaine assurance vis-à-vis de soi-même. Donc, c'est des femmes
malgré le fait qu'elles n'ont pas d'enfants, elles se trouvent femmes, elles sont belles, elles se font belles. Donc voilà pourquoi cette question du voile qui revient, et pour expliquer la beauté, pour expliquer la femme aussi, pour aussi expliquer l'esthétique qu'il y a autour de ce voile et aussi autour de comment on les noue. Donc c'est aussi une façon de s'assumer en fait. Face à un miroir en fait, on se regarde en face et on s'assume. Et c'est Aïcha Maki qui se regarde dans le miroir au travers de ce film ou... C'est Aïcha et c'est en même temps toutes ces femmes en fait qu'elle a filmées parce que bon, je suis la réalisatrice du film et je parle à mon nom propre et je parle au nom de toutes les femmes en fait, de toutes ces femmes qui se trouvent dans cette situation et qui n'arrivent pas à avoir une voix en fait, pour beaucoup de raisons. Il y en a par exemple qui n'ont jamais eu la chance de se raconter, il y en a qui ont eu la chance, mais du fait qu'il y a un poids social qui est là, elles n'arrivent pas à le faire. Donc c'est toutes ces femmes-là que j'ai eu envie de raconter à travers mon histoire et en essayant de sonder le destin de ces autres femmes qui sont présumées infécondes aussi. Alors comment avez-vous sélectionné ces femmes et ces témoignages? Parce que vous avez forcément rencontré beaucoup plus de femmes qu'on en rencontre dans ce documentaire. Donc sur quels critères avez-vous basé votre sélection? Mais en fait, il fallait tout simplement raconter des histoires diverses, mais aussi faire un mix en fait des histoires qui ont fini. Par exemple, il y a des happy end dans les histoires. C'est le cas par exemple de la femme qui raconte ce qui s'est passé dans son foyer et comment son foyer s'est stabilisé quand elle a eu son premier enfant. Donc il fallait raconter des histoires comme ça aussi pour donner de l'espoir à ces femmes-là qui à un moment donné se disent que je ne peux plus avoir un enfant. Mais il fallait aussi raconter plusieurs niveaux d'histoire, des histoires de femmes qui sont seules, donc un couple en fait, là où il y a un époux et une épouse, là où ce n'est pas un foyer polygame, là où il n'y a pas d'enfants. Il fallait raconter aussi l'histoire des couples, l'histoire de la polygamie, là où aussi il peut avoir un problème d'infertilité secondaire. Tout ça parce que c'est pédagogique aussi pour que les gens arrivent à comprendre qu'en fait, à un certain moment aussi, l'infertilité secondaire peut arriver à la femme tout comme à l'homme. Et aussi expliquer que la médecine, en fait, elle peut pallier à tout. C'est pour ça que le film est allé voir un médecin. Et aussi, c'est pour expliquer que aussi, en fait, le religieux aussi a une certaine règle par rapport à toutes ces questions-là. En aucune façon, l'islam ne cautionne pas, par exemple, la question de la violence faite à la femme. C'est pour ça aussi le film est allé voir un imam à l'école coranique. C'est pour ça aussi le film est allé voir des charlatans. Parce qu'il y a du commerce aussi qui se monte à ces niveaux-là. Donc, c'est toutes ces sphères-là qu'il fallait raconter en fait pour que ça fasse école et aussi que ça soit un outil pédagogique aussi. En fait, vous racontez le Niger, vous racontez sa société, vous racontez ses tabous. Et ce tabou, en fait, où on a l'impression, quand même, tout au long de cette histoire, que la femme n'existe que pour être un ventre à remplir et à ressortir des enfants. Et qu'elle n'a pas le droit à d'autres identités. Et on prend l'exemple, par exemple, de votre mère, dans ce cimetière. D'ailleurs, elle n'est pas retrouvée. 30 ans que votre père n'y a pas été. Donc, en fait, où il n'y a... Voilà. Et en plus, il n'y a plus d'identité de personne. Comment est-ce que vous avez été perçu au Niger particulièrement et plus généralement dans l'Afrique, peut-être si ça a été également diffusé, par rapport à cette mise en est-ce qu'on peut dire en accusation, je ne sais pas, en tout cas de cette mise en lumière de ce tabou, de dire que la femme en fait est perçue uniquement comme peut-être juste un corps qui doit toujours enfanter, et qui d'ailleurs doit tellement enfanter que le Niger est le premier pays de fertilité, tellement c'en est presque une obsession en fait même. Mais en fait c'est pas plutôt une mise en accusation, parce que j'ai l'habitude de le dire en fait, c'est pas un film, parce que la plupart du temps dans le foyer quand un enfant ne vient pas, beaucoup d'hommes refusent d'aller faire un examen parce qu'ils se disent qu'on est en train de chercher un coupable. C'est pas le cas en fait.
mais c'est plutôt un film qui cherche à faire une lumière par rapport à un problème scientifique et un problème social. Le problème, il est social, d'autant plus que quand l'enfant ne vient pas, il est conjugué au féminin. C'est la femme qui est accusée du fait qu'elle est le réceptacle de la vie. C'est elle qui reçoit du sperme et qui en fait un enfant dans son ventre. Donc c'est ça la question. Donc il fallait mettre en lumière cette question sociale et en même temps mettre en lumière la médecine qui fait beaucoup d'avancées dans ces domaines-là, mais qui malheureusement quelque part le culturel la sabote. Du simple fait que pour la plupart du temps, il y a beaucoup d'hommes qui n'acceptent pas d'aller voir un médecin parce que dès lors qu'on s'est mis en érection, l'homme s'est dit il est déjà assez mûr, il est déjà assez prêt pour faire un enfant, alors qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent advenir au cours de la vie. Ça peut arriver que le sperme soit mou, ça peut arriver qu'il n'y ait même pas de sperme dans l'éjaculat, ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de problèmes. Après, il peut y avoir aussi un problème d'infertilité secondaire. On peut avoir des enfants et qu'après ça s'arrête. Et qu'il fallait aller voir la médecine tout simplement pour savoir exactement de quoi il s'agit. On ne cherche pas un coupable, mais plutôt on cherche à situer où est-ce que le problème se situe pour pouvoir pallier à ça, à travers la médecine. Alors, c'est vrai que pour l'instant, vos trois réalisations tournent autour de la femme, de ses droits, de la remise en question justement de cette société qui ne lui donne pas en fait, et comme on dit, plus la société en fait même que les lois elles-mêmes, qui ne lui donnent pas en fait sa place. Est-ce que votre angle de vue sur votre carrière est de vous centrer sur les problèmes que les femmes rencontrent dans la société nigérienne et plus généralement en Afrique, ou alors est-ce qu'on peut attendre de Achia Maki des documentaires sur d'autres problèmes de société? Oui, bien évidemment, et en fait de manière générale, j'ambitionne de traiter, d'avoir presque une ligne éditoriale en fait, de traiter des questions, des tabous et des non-dits qui ne sont pas que des problèmes autour de la femme, mais beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus accentués sur la question de la femme, mais il n'y a pas que ça. Donc du coup, c'est cet engagement-là que je prends pour en faire une carrière, parce que qui parle de la sociologie quand même parle aussi des problèmes sociaux, parle de la question de l'humain, parle de la question des phénomènes sociaux. Donc voilà pourquoi sociologue de formation, je compte faire du cinéma un canal en fait, un canal d'information, un canal à travers lequel on peut découvrir plein de choses, parce qu'on est dans un pays quand même qui a plus de la moitié analphabète. Donc aussi la question se pose par rapport à qui est-ce qu'on, quand on fait des documents en langue française par exemple, à qui est-ce qu'on les destine. Donc je trouvais le canal de cinéma qui est un canal magnifique, parce que l'image c'est une langue internationale. Et quand on fait un film dans une langue locale, il est compris par la population à laquelle on les destine, et après on peut les sous-titrer dans toutes les langues qu'on veut pour pouvoir les sortir à l'international. Donc voilà pourquoi je fais du cinéma un canal tout simplement pour raconter des histoires de vie. En fait, c'est vrai que vous êtes particulièrement centré sur des études de cinéma documentaire. C'est une volonté pure de participer à la vie de la société du Niger et à l'éducation, tout simplement, ou est-ce qu'il y a, parce que malgré tout, il y a, comme je disais, il y a une très belle esthétique, ou est-ce qu'il y a aussi quand même ce désir de faire du cinéma et peut-être de trouver un jour dans un film de type romanesque? Mais en fait, je suis en train de faire du cinéma, mais j'ai l'habitude de dire en fait, et pour nos sociétés, nous avons besoin de faire des films utiles. Des films utiles qui racontent ce que nous vivons, raconter le beau qu'on a dans nos sociétés, mais aussi le laid qu'on a. Puisqu'un film aussi, le cinéma du lait, on peut le faire aussi.
parce que nous n'avons pas qu'il y ait du beau dans nos sociétés. Et c'est un choix parce que derrière le film que nous faisons, en fait, il y a un certain engagement qui est là. Derrière nos films, il y a un discours. Derrière les films que nous faisons, il y a aussi en fait une envie de nous raconter. Et dans les films que nous faisons, en fait, je le disais tantôt, il y a un certain discours derrière et il y a un certain message aussi derrière nos films que nous faisons. Parce que pour moi, en fait, le cinéma, s'il n'est que loisir, moi, j'emprunterai pas cette voie-là. Si le cinéma n'est que loisir. Je n'ai pas envie de faire que du loisir. J'ai envie de passer des messages à travers un canal qui est assez subtil. Comme le canal du cinéma, j'ai l'habitude de le dire, par exemple. Si je m'engage à militer pour le droit de la femme, le parcours classique, en fait, c'est de sortir dans les rues avec des pancartes, et battre les pavés, et voilà. Et après, c'est des choses qui peuvent tourner au vinaigre souvent. Ça peut tourner à des émeutes, après il peut y avoir des récupérations politiques et tout ça. Mais le cinéma, en fait, ça peut être une révolution timide. Une révolution qui peut commencer à partir d'une chambre à coucher, parce qu'un petit écran de télé qui est accroché dans une chambre, une chaîne qui diffuse, quelqu'un le reçoit en même sur son lit. Ça peut sortir dans les salons, ça peut aller dehors et ça peut aller même dans des lieux de culte. Le cinéma, par exemple. Il suffit que, par exemple, l'imam que je filmais, le cinéma est allé dans un culte, dans un lieu de culte au niveau d'une école coranique. On peut aller filmer dans une mosquée, on peut aller filmer dans une église et tout ça. Donc je pense qu'on peut aller faire des projections dans la rue, là où tout le passant peut venir regarder aussi. Une télé qui est allumée dans un coin de la rue, quelqu'un de passage aperçoit quelque chose et il s'arrête pour regarder. Donc il n'y a pas eu d'attroupement, il n'y a pas des gens qui sont sortis s'exposer, mais il y a tout simplement un support qui est passé et qui permet au monde entier de regarder aujourd'hui avec les satellites. Donc c'est le monde entier qui peut regarder un film. Donc ça peut voyager, ça va aller au-delà des frontières. Un film peut aller au-delà de là où son auteur ne peut pas aller. Vous pensez donc qu'en fait, avec cette révolution technologique qui a été, on peut mener des révolutions sociétales, voilà. Tout à fait. Mais sans passer par la fiction, parce qu'il y a des fictions tout de même utiles. Vous pensez que si c'était sous forme de fiction, de pure fiction non, mais justement quand même de films de fiction comme on en voit dans le cinéma et non de films documentaires, vous pensez que ça aurait moins de force votre... Oui, je crois et je suis convaincue. Pourquoi? Parce que, par exemple, je prends à mon niveau personnellement, une fiction ne peut pas me toucher comme me touche un documentaire. Déjà, du simple fait qu'on sait, quelqu'un qui regarde un documentaire, il sait que c'est une réalité qui est racontée. Une fiction, ça peut être aussi partant d'une histoire réelle qu'on monte. Et à mon sens, en fait, c'est pas une comparaison qu'il y a à faire entre documentaire ou fiction, mais c'est les histoires, comment elles sont racontées. C'est comment est-ce qu'on peut toucher. Parce que le cinéma, c'est de l'émotion. L'émotion, on en trouve dans la fiction comme on trouve dans le documentaire. Mais moi, je trouve que le documentaire, il fait beaucoup plus du travail d'émotion que la fiction. Parce que quand je viens dans une salle de cinéma, regarder un film de fiction, en amont, je sais que c'est un film, en fait, c'est imaginaire. Donc ça ne peut pas me toucher comme quand je regarde un film d'une histoire réelle qui est racontée, avec des personnages réels, des gens qui vivent la situation. Donc voilà un peu, à mon sens, pourquoi le documentaire me touche personnellement et pourquoi je fais que du documentaire pour le moment. Peut-être aussi, il y a des histoires que je peux ne pas parvenir à raconter à travers un documentaire et qu'on pouvait aussi raconter à travers une fiction pour passer un message. D'accord. Bien. En tout cas, merci pour cet entretien. Et alors, vous êtes en tournée, il y a combien encore de diffusions, de rencontres? Bon, c'est un film en fait qui a jusque-là il y a assez de demandes quand même. Après 2 ans, il n'arrête pas de tourner. Et voilà, et aujourd'hui, il est sorti en mars 2016 et aujourd'hui, il a 42 prix à l'international. Et il n'arrête pas de parcourir. Là, je viens de sortir de Africa Camera à Berlin.
Et je suis là aujourd'hui dans le cadre du festival de solidarité à Rennes. Je vais aller à Saint-Brieuc demain, là où je le présente aussi. Après, je descends à Paris pour aller à Bièvre. Il y a une association à Cachan aussi qui l'attend aussi pour le présenter. Il est à liste aussi des sélections. Il est shortlisté pour le trophée francophone aussi. Donc il y a beaucoup de demandes jusque-là. Et peut-être je tiens à signaler que c'est un film qui a été fait en coproduction Nord-Sud à travers le film de Balibari, qui est la boîte de production française qui est basée à Nantes et qui travaille en collaboration avec la maison de distribution Point du Jour International qui est à Paris, et du côté du Niger avec Magia Image qui est basée à Niamey. En tout cas, c'est vrai que non seulement il mérite d'exister pour son témoignage, pour son questionnement, mais aussi pour son esthétique, et on comprend, après l'avoir vu, pourquoi il a reçu ce prix aux African Movie Awards, voilà, et pour lesquels en fait on vous félicite, parce que c'est non seulement un beau témoignage, mais c'est aussi un beau film en fait. Merci à vous.